Alors, bon, ce qu'on a fait la dernière fois, est-ce qu'il y a des, avant que l'on continue, est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faudrait revenir, des choses que vous voudriez détailler, ou bien est-ce qu'on peut continuer? Eh bien, alors on continue. On en était à ceci. On avançait très doucement et on en était arrivé à l'idée que la forme état, à force de reculer dans le temps, eh ben, c'était plus simplement une question de recul dans le temps. Mais précisément, à force de reculer dans le temps, cette forme état ne présupposait même plus un mode de production, mais pouvait être considérée comme directement branchée sur des groupes, même plus des communautés agricoles, mais des groupes cueilleurs-chasseurs. Et que ça posait quand même un problème parce que ce surgissement de l'État impérial archaïque, qui ne présuppose même plus un mode de production agricole puisqu'il va le créer, et on a vu dans quelles conditions, en un certain sens, au sens où c'est l'État et la ville qui font la campagne, et pas la campagne qui petit à petit dégage dans une sorte d'évolution des bourgades, et puis des petites villes, et puis des villes. Donc on en était toujours là, à cette espèce de surgissement. Ou toujours, chaque fois qu'on nous propose une explication de l'État, on se dit mais non, ça suppose déjà l'État. Et là, il semble bien qu'on soit vraiment coincé parce que, au niveau du schéma de Marx, de l'empire despotique, on arrivait, il nous semblait une espèce de limite. Le minimum présupposé par le surgissement de l'État impérial, c'était les communautés agricoles indépendantes, et sur lesquelles s'établissait cette espèce de surcodage de l'État archaïque. Et là maintenant, on se dit, ben non, avec les découvertes plus récentes de l'archéologie, non. Non. Alors, il semble que perpétuellement, l'appareil d'État ne cesse de se poser comme se présupposant. Il va bien falloir se débrouiller pour tout ça. D'où je disais, en tout cas, il faut en profiter pour mieux fixer notre position quant à des schémas évolutionnistes possibles. Vous comprenez que maintenant, en effet, l'hypothèse vers laquelle nous allons, c'est comment distribuer un champ de coexistence où vraiment tout coexiste à la fois du point de vue des formations sociales, où les groupes ou sociétés dits primitifs, les appareils d'État, les machines de guerre, les campagnes, les villes, tout ça préexiste. C'est un champ de coexistence. Alors, dans quel rapport de tension, sous quelle forme et comment concevoir un champ de coexistence? Et quelles conséquences quant à notre position concernant l'évolutionnisme? C'est le premier point là que je voudrais vite considérer aujourd'hui. Une espèce d'hypothèse sur un champ de coexistence de toutes les formations sociales à la fois. Je dis, les schémas évolutionnistes, ils ont été mis en question, appliqués aux sociétés humaines, ils ont été mis en question de manière très très différente. Les points principaux sur lesquels cette question a été posée, ou sur lesquels ils ont été mis en question effectivement, c'est la découverte de plus en plus nombreuse dans tous les cas de formation sociale de schémas dits en zigzag, contrairement au processus d'évolution linéaire. Les schémas en zigzag. Ça m'intéresse déjà à condition de ne pas concevoir le zigzag comme successif. Un zigzag, c'est peut-être un schéma qui nous permettra de penser la coexistence. Par exemple, dans les schémas zigzag,
qui mettent en question une conception trop simple de l'évolution, les archéologues russes ont beaucoup travaillé. Notamment quand ils ont très bien marqué que le nomadisme, généralement, le plus souvent, il ne fallait pas le penser comme un état précédent la sédentarisation, mais c'était l'inverse, comme dans une espèce de zigzag. Il y a bien un passage de l'itinérance à la sédentarité, mais il y a aussi des peuples sédentaires, sédentarisés, agriculteurs sédentaires, qui se mettent à nomadiser. Et les célèbres nomades de steppe semblent bien être des nomades qui le sont devenus par devenir, c'est-à-dire des agriculteurs sédentaires, qui se sont mis à nomadiser là dans une espèce de zigzag. Le zigzag, ce n'est pas la seule forme sous laquelle un schéma évolutionniste est mis en question. Il y a aussi, là je vais très vite, il y a aussi le thème célèbre des étapes manquantes, des étapes d'évolution qui ici sont présentes, mais là-bas elles ne sont pas là. Ça m'intéresse parce que ça permet de faire des contractions à ce moment-là, d'aller vers un champ de coexistence. Il se peut très bien que là-bas, il y ait des étapes qui soient successives, mais qui ici sont au contraire, comme mis en coexistence les unes avec les autres, ou bien qui manquent. Et puis, parfois aussi, l'évolutionnisme a été mis en question sous la forme de la découverte ou l'affirmation qu'il y aurait certaines coupures, des coupures radicales. Or, si vous vous rappelez des thèses qu'on a été amené à rencontrer les autres années, et où là je voudrais juste redire un mot plus précis, ce sont les thèses de Pierre Clastres, l'ethnologue qui est mort accidentellement alors que son travail se poursuivait encore. Le principal, si je résume, le principal de ces thèses de Pierre Clastres, notamment dans un livre qui s'intitule La société contre l'État, il nous dit quoi? Je crois que la nouveauté des thèses de Clastres repose sur deux points. Premier point, il nous dit, non, ce qu'on appelle des sociétés primitives, ce n'est pas des sociétés qui ignorent l'État. Ce n'est pas des sociétés qui ne sont pas assez évoluées ou pas assez développées pour fournir un appareil d'État. Mais c'est, au sens le plus fort et le plus littéral, c'est des sociétés contre-État. C'est-à-dire, c'est des sociétés qui ont monté des mécanismes de conjuration de l'appareil d'État. Il y a évidemment un grand problème sur la nature de ces mécanismes de conjuration, parce que vous comprenez déjà tout le problème. Il faut bien avoir un pressentiment même obscur, je ne dis pas une idée claire, il faut bien avoir un pressentiment même obscur de ce que l'on conjure. Qu'est-ce qu'il redoute? D'une certaine manière, je crois, là je ne veux pas du tout faire de l'érudition, mais c'est juste pour fixer, pour que l'idée devienne plus claire. Clastres reprenait, renouvelait une idée dont vous trouveriez déjà un équivalent chez un très grand ethnologue précédent, à savoir chez Mauss, M-A-U-2-S. Chez Mauss, dans les célèbres études sur les mécanismes du don dans les sociétés primitives, Mauss soutient la thèse suivante, c'est que ces mécanismes de don et de contre-don, qui s'accompagnent de grandes dépenses, qui s'accompagnent de grandes consommations et même de grandes consummations, que c'est comme un moyen de conjurer quoi? Que c'est comme un moyen de conjurer l'accumulation des richesses. C'est une thèse très intéressante. Est-ce qu'il y aurait dans certaines formations sociales des mécanismes qui conjureraient la formation de quelque chose? On peut concevoir ça. Mais encore une fois, ça nous entraînerait déjà dans un très grand problème, dans un problème intéressant, qui pour moi, il faudra bien qu'on l'aborde. Quel pressentiment et quel type de pressentiment collectif cela suppose-t-il relativement à ce qui est conjuré?
Supposons que Clastres ait raison. Les sociétés primitives ne sont pas des sociétés qui en seraient à un stade insuffisant de leur développement ou de leur évolution et qui, dès lors, ne fourniraient pas une matière suffisante à l'émergence d'un appareil d'État. Pas du tout. Ce seraient des sociétés qui feraient fonctionner des mécanismes de conjuration. Je précise, forcément des mécanismes d'anticipation-conjuration. Une fois, il faut bien qu'il y ait une espèce d'anticipation collective de ce qui est conjugué. Or, Clastres, dans toute son œuvre, encore une fois prématurément interrompue, s'est efforcé avant tout d'analyser ces mécanismes de conjuration. Et il en cite deux principaux. Ce qu'on appelle la chefferie dans les groupes dits primitifs, et où il essaie de montrer que la chefferie, bien loin d'être un germe de l'appareil d'État, est au contraire un moyen d'en empêcher la concentration, la condensation. C'est-à-dire un moyen finalement d'empêcher la formation propre à l'appareil d'État d'une distinction gouvernant-gouverné. Et là, son analyse de la chefferie est excellente. Vous verrez ceux que ça intéresse, ce point. Et d'autre part, il assigne ce qui nous convenait très bien, en tout cas l'année dernière, maintenant c'est plus notre problème, il assigne un autre mécanisme, il dit ce qui empêche et ce qui conjugue la formation d'un appareil d'État dans les sociétés primitives, c'est aussi la guerre. Et le rôle de la guerre primitive, selon Clastres, c'est précisément de conjurer la formation d'un appareil d'État. Pourquoi? En maintenant des rapports polémiques, d'antagonisme, entre segments de lignage, entre lignages segmentaires. Donc là aussi d'empêcher une espèce de réunion qui donnerait à l'appareil d'État sa matière possible. Une espèce de concentration. Ça, je dis, c'est la première thèse importante de Clastres. Vous voyez bien que le second aspect en découle immédiatement. Je dis le second aspect, nécessairement, c'est celui-ci. S'il est vrai que les sociétés primitives ne sont pas des sociétés qui ignorent l'État, c'est-à-dire insuffisamment développées pour fournir une matière à l'appareil d'État, s'il est vrai que ce sont des sociétés contre État, mais alors du coup, ça rend encore plus difficile l'explication du surgissement de cette chose, qui devient de plus en plus monstrueuse à la lettre. Je dis à la lettre parce qu'on pourrait dire un monstre, c'est précisément ce qui n'apparaît qu'en se présupposant lui-même. C'est l'apparition qui ne cesse pas de renvoyer à sa propre présupposition. Alors il devient tout à fait monstrueux. Comment ça surgit alors? Si vraiment même les sociétés primitives ont des mécanismes conjuratoires, inhibiteurs, comment expliquer que l'État prenne presque au sens culinaire quand on dit que quelque chose prend? Et en effet, on a vu que sur certains points, Clastres avait évidemment raison. Mais c'est déjà ça, et c'est pour ça que je reviens sur ce point, c'est déjà ça qui m'intéresse énormément, c'est que peut-être, à la limite, nous n'aurions plus aucune raison de parler ou d'assigner des sociétés primitives. On parlerait plutôt de certaines formations sociales qui présentent éminemment des mécanismes d'anticipation-conjuration. Voyez où je voudrais en venir déjà. Donc mon hypothèse se précise. Ma manière d'arriver à définir un champ de coexistence de toutes les formations sociales, c'est si je pouvais définir les formations sociales, donc plus du tout d'une manière évolutionniste, mais par des espèces de processus, alors qu'on pourrait appeler des processus machiniques qui leur correspondaient. Les processus machiniques correspondant à tel type de formation. Donc je dirais, les sociétés primitives, supposons que si on joint les données de Mauss
sur les mécanismes de dons comme conjurant l'accumulation de richesses, les données de Plastre, la chefferie, la guerre primitive, comme conjurant la formation de l'appareil d'État. On pourrait dire qu'il y a des formations sociales qui sont construites, non pas exclusivement, ça va de soi, mais éminemment sur des mécanismes d'anticipation-conjuration. Et je rappelle, pour mémoire, qu'on l'avait vu une autre année, à savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui les bandes. Les bandes, alors là je sors des primitives. Vous voyez que je pourrais dire peut-être que dans les sociétés dites primitives, les mécanismes d'anticipation-conjuration apparaissent particulièrement. Mais il y a d'autres formations sociales, donc ça nous permettrait peut-être une typologie des formations sociales d'un type nouveau, bon, pas très nouveau, mais je dirais les bandes, on l'avait vu, c'est assez curieux. Les spécialistes des bandes aujourd'hui, là, par exemple les bandes de gamins en Amérique du Sud, vous savez, tout ce problème des bandes, on y trouve quelque chose. Il y a certaines pages de Plastre qui conviennent absolument aux descriptions des bandes. Et les bandes, c'est aussi des formations de chefferie. Il y a de la chefferie, il n'y a rien qui ressemble à un appareil d'État. Une fois, je me rappelle une belle page là du type qui a étudié les bandes de Bogota, les bandes de gamins à Bogota, qui dit, mais ces gamins-là, non seulement ils meurent très vite, évidemment, mais quand ils grandissent, ceux qui survivent, ils n'arrivent pas à s'adapter au milieu. Pourtant, c'est des bandes de criminels, ils sont dangereux, hein. Tout à fait dangereux. Mais ils ne passent pas dans le milieu. Pourquoi? Parce que le milieu, il est beaucoup trop hiérarchisé, beaucoup trop structuré. Complété. Le milieu, il fonctionne beaucoup plus sous forme d'instance centrale du type appareil d'État. Tandis que les bandes de gamins, précisément. Il y a toutes sortes de mécanismes qui conjurent la formation, précisément, d'un pouvoir central. Tout un jeu d'alliance qui correspond très bien avec les pages de l'heure. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. On dirait que les bandes présentent aussi des choses comme ça. Une autre année, je rappelle pour mémoire, qu'on avait essayé de définir une certaine différence entre les groupes de mondanité, les groupes mondains, et les groupes de sociabilité. Et on remarquait que les hiérarchies mondaines et les hiérarchies sociales, ce n'est pas du tout la même chose. Que bien plus dans les groupes de mondanité. Il y a bien des chefs, il y a bien des chefferies, il y a bien des étoiles, mais que ce n'est pas du tout du type des sociétés de sociabilité. Et que là aussi, alors c'est dire que on pourrait mettre, du coup, ça me plairait bien, on pourrait dire, mais les sociétés primitives, les bandes de gamins, les sociétés de mondanité, ça va ensemble parce que ça fait jouer fondamentalement des mécanismes d'anticipation-conjuration. Mais je dis, en découle évidemment un second problème, qui devient très urgent du point de vue même de Plastre, des thèses de Plastre. C'est qu'encore une fois, si les sociétés primitives et d'autres sociétés du type bande conjurent la formation d'un appareil d'État centralisé, comment expliquer que ça prenne et que ça apparaisse? Et où? Ailleurs, à côté. Pourquoi je dis ailleurs, à côté dès maintenant? C'est un acquis de notre dernière fois. C'est important. Le secret, c'est que bien sûr, tout n'est pas État. Pourquoi? Mais parce que l'État, il est partout. Je veux dire, il est déjà là. Non, il n'est pas partout, plutôt, comment dire. Il est déjà là en même temps que ce qui n'est pas État. C'est un champ de coexistence. Ça va faire des zigzags, ça va faire toute une typologie où, suivant tel chemin, on va se trouver devant des sociétés définies par mécanisme d'anticipation-conjuration. Là, il n'y aura pas État. Mais à côté, en même temps, d'autres groupes qui seront fondés sur un autre processus machinique, sur d'autres mécanismes, formeront des États. Et comment ça s'entendra tout ça? Et qu'est-ce que ça donnera?
Bon, je dis, le problème qui devient de plus en plus urgent du point de vue d'une thèse comme celle de Clastres, c'est, bon, très bien. Voilà ces formations sociales qui sont conjuratoires. Elles conjurent la formation de l'État. Et alors, raison de plus, encore une fois, comment expliquer le surgissement de l'État? Invoquer des raisons économiques, la classe est très, très intéressant pour nous parce qu'il dit dans tout un chapitre de la société contre l'État, il dit bah, évidemment non. Pour un même mode de production, vous n'avez pas. Tantôt vous avez appareil d'État, tantôt vous n'avez pas appareil d'État. En d'autres termes, si on appelle, je rappelle la page de classe où il développe le thème suivant, si l'on appelle révolution néolithique l'apparition de l'État, ben, on ne peut pas lui trouver une base économique. On aura plus forte raison pour nous, puisque l'apparition de l'État, on a vu qu'on avait des raisons de ne plus la dater du néolithique, mais de la faire remonter jusqu'au paléolithique. On aura plus forte raison. D'où Clastres était bien forcé d'invoquer une espèce de coupure fondamentale. Là, il redevenait presque structuraliste, bon, il fallait invoquer une coupure. Et au point où il en était, bien entendu, il ne se contentait pas d'affirmer une coupure qui aurait apporté l'État radicalement, mais voyez que d'une certaine manière, sans prétendre le faire parler, puisque je ne sais pas dans quelle direction aurait été son travail, il cherchait de plus en plus là, des causalités possibles de la formation de l'État, mais il les cherchait d'ailleurs dans une direction très très curieuse, qui était, semble-t-il, le prophétisme indien. Et il étudiait de plus en plus certains phénomènes du prophétisme indien, où le prophétisme indien aurait précisément, contre les chefs, d'abord dirigé contre les chefs, aurait eu des conséquences très très étranges, d'introduire, alors que le prophétisme indien dans sa base, mais on pourra en dire autant du prophétisme juif, là c'est très curieux cette histoire. Dans ce schéma, l'idée du prophétisme, fondamentalement à la base dirigée contre les chefs, allait entraîner, ou était susceptible d'entraîner la formation d'un pouvoir infiniment plus grand que celui qu'avaient les chefs. Mais c'était quand même une explication un peu bizarre, invoquer le prophétisme pour rendre compte de l'appareil d'État. Je le cite pour mémoire. Tout ce que je peux dire, c'est que son travail a été interrompu. Mais je dis, en quoi Clastres, malgré tout le progrès qu'il a fait à cet égard, en quoi est-ce qu'il restait dans une perspective évolutionniste? C'est qu'il me semble évident que, tant qu'il maintenait les sociétés primitives sont des sociétés contre-État, donc lorsque l'État surgit, il y a une coupure, c'est pas en introduisant une coupure qu'on brise l'évolution. À la rigueur, on introduit dans l'évolution une mutation. C'est pour ça que notre schéma la dernière fois, il réclame au contraire que l'État soit là dès le début. D'où je reviens à mon thème de champ de coexistence. Je veux dire, d'un certain point de vue, les thèses de Clastres nous apportaient beaucoup, et d'un autre point de vue, il y a un point où elles ne nous apportent plus dans ce que nous cherchons. Une chose me frappe, si vous voulez, comme ça frappe tout le monde, c'est à quel point les causalités. Le mécanisme de la causalité est quand même plus riche. Et ça ne devrait pas être comme ça, à première vue. Le mécanisme de la causalité, ou le processus causal, il est infiniment plus riche quand on pense aux sciences dites de la nature, physique, biologie, que dans les sciences de l'homme. Je dis, c'est curieux, parce que ça me fait penser à une remarque de Hegel, qui est une bonne remarque. Il dit, il y a une chose très très bizarre, il dit Hegel. Il dit, c'est l'homme qu'on définit toujours comme un être raisonnable. Or, si vous comparez les sciences de la nature et l'histoire, vous voyez que les sciences de la nature, elles ont un concept de rationalité très fort, et que là, il y a adéquation du réel et de la raison.
on vous parle d'une nature soumise à des lois, qui sont des lois de la raison. Tandis que quand on aborde le domaine de l'homme, alors c'est la bouillie qu'on porte. Donc l'homme qui est défini comme l'être raisonnable semble en même temps n'offrir qu'une matière livrée à la contingence, au caprice, à l'arbitraire. Je dis, on pourrait dire la même chose au niveau de la causalité. C'est quand même curieux que, si vous considérez le progrès des sciences, enfin, le progrès que la physique, la chimie, la biologie a fait quant à l'affinement, la complication des processus causaux, on dit, ou causaux, causal, hein. Oui. Les physiciens, notamment, enfin je dis là des choses que tout le monde pressent vaguement, avec la microphysique, on complètement on fait des schémas de causalité extraordinairement complexes, des schémas de causalité moléculaire très très importants. La biologie, les progrès qu'elle a fait précisément, en compliquant de plus en plus les schémas évolutifs, ils ont avancé, ils ont élaboré des formes de causalité qui sont vraiment très très intéressantes. Si vous comparez avec les sciences de l'homme, ça va pas fort, je veux dire. Les schémas de causalité appliqués à l'homme, on a beau parler de motivation, de tout ça, ça reste une pauvreté. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se servir, sans trop de métaphores, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, mais après tout, pourquoi est-ce que la matière humaine, elle ne devrait pas avant tout nous proposer comme problème d'élaborer des schémas de causalité très complexes? Et je vois bien pourquoi les sciences de l'homme sont tellement en retard, vous savez. C'est parce qu'on a tellement peur de tomber dans la finalité et de proposer des explications finalistes. Et on se méfie, alors on préfère même s'en tenir au matérialisme le plus plat. J'essaie, non pas de copier, mais d'emprunter un schéma qui a présidé notamment à beaucoup de renouvellement dans la causalité physique. C'est le schéma des deux ondes comme ondulatoire, le schéma des deux ondes ou de l'onde inversée. On nous dit en très gros que n'est nullement contradictoire, que ce serait même plutôt complémentaire, la coexistence de deux ondes. Partons, là, encore une fois, je n'applique pas un schéma physique. Je suis en train de faire en fonction, je pense au terme onde, dont tout le monde sait que je l'emprunte à de la physique. Mais là-dessus, on oublie tout, l'arrière-fond physique. Je me donne un champ social humain pour faire mon hypothèse. Comme ça. Aujourd'hui, ça va être consacré à des hypothèses, à des schémas d'hypothèses. Et je suppose que ce champ social humain est traversé par une onde que j'appelle comme ça, convergente ou centripète. Une onde convergente ou centripète traverse diverses formations sociales. Ça converge vers quoi? Vers un point de convergence. Au niveau de ce point, je dirais, l'onde se renverse. Faites-moi confiance. C'est comme si je vous racontais une histoire, alors on ne voit pas du tout où sont les hommes là-dedans, mais alors les hommes, on va essayer de les mettre là-dedans. Vous voyez, vous avez un champ social traversé par une onde centripète ou convergente. Elle converge vers un point X que je ne situe pas encore. Est-ce qu'il est dans le champ ou hors du champ? Peu importe. Et au point où, à ce point de convergence, l'onde s'annule, s'inverse. C'est-à-dire devient centrifuge, divergente.
Ce schéma des deux ondes, il se trouve encore une fois qu'il existe et qu'il est bien connu en physique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inversion de l'onde n'est pas du tout une possibilité. Elle est, comme disaient les physiciens, c'est une réalité d'un autre ordre. Vous avez l'onde convergente, le point de convergence où l'onde s'annule, et à ce point de convergence, elle s'annule puisque précisément, c'est une autre onde qui la remplace, à savoir onde divergente ou centrifuge. Pourquoi ça m'arrange? Je suppose plusieurs communautés dites primitives. Vous vous rappelez, on a déjà rencontré cette nécessité la dernière fois, de se donner des communautés primitives qui ne sont pas du tout indépendantes les unes des autres, qui sont déjà en relation. Et j'avais mis de côté le problème, il faudra bien fixer quel type de relation il peut y avoir entre ces communautés primitives. Là, je retrouve le problème, raison de plus pour ne pas l'abandonner, mais j'en suis pas encore là. Qu'est-ce que ce serait cette onde convergente? Ben, c'est trop évident que, et là je ne crois pas que ça contredise les données même de Clastres, des sociétés, encore une fois, c'est pour ça que j'ai insisté énormément sur le point suivant, des sociétés qui ont des mécanismes de conjuration du pouvoir d'État, elles ont aussi des vecteurs qui tendent vers la formation d'un pouvoir d'État. Je veux dire, elles ne le conjurent pas sans l'anticiper d'une certaine manière, sans avoir une idée si confuse qu'elle soit, une idée collective si confuse qu'elle soit de ce qu'elle conjure. Et en effet, ça veut dire quoi concrètement? Ben, une raison très simple. Là, je dis des choses très très simples, ça devient tout à fait concret. Plus que c'est abstrait, plus que c'est concret. C'est une seule consolation. Je dis, tout le monde sait bien que des sociétés primitives, ce n'est pas des sociétés sans pouvoir. Elles ont bien plus toutes sortes de centres de pouvoir. Elles en ont plein. C'est même pour ça qu'elles conjurent, et c'est même par là qu'elles conjurent. Si elles conjurent la formation d'un appareil d'État centralisé, c'est parce qu'elles conjurent. Et c'est parce qu'elles inhibent, parce qu'elles empêchent la résonance des centres de pouvoir. C'est ça le grand mécanisme, je crois, de conjuration. Empêcher la résonance des centres de pouvoir. Si je dis des choses là élémentaires, rudimentaires, empêcher que le visage du père, le visage du colonel, le visage du président de la République résonne. Empêcher la résonance des centres de pouvoir, c'est pas manquer de centres de pouvoir. Je dis, ces sociétés sont quand même parcourues par une onde de convergence, par une onde centripète et convergente. L'onde centripète et convergente, c'est quoi? C'est le vecteur qui tend à faire résonner toutes ces formations de pouvoir. Et c'est ça, pour ces sociétés-là, c'est ça qu'il faut inhiber. C'est ça qu'il faut conjurer. Mais le vecteur qui tend vers cette concentration, il existe. Il traverse ces sociétés. Un autre ethnologue très lié à Clastres, à savoir Lizo, L-I-Z-O-T, qui travaillait sur d'autres Indiens que Clastres. Lizo, dans un livre intitulé Le cercle des feux, ou de feu, des feux, je crois, le cercle de feu, ou le cercle des feux, je ne sais plus, édition du Seuil. Lizo montre très bien un cas, en tout cas qui me sert beaucoup. C'est dans une initiation de chamanisme. Une initiation de chaman. Il y a convocation de tous les esprits animaux. L'esprit caïman, l'esprit pique, l'esprit je ne sais plus quoi, toutes sortes d'esprits. Chacun avec son pouvoir.
Et voilà que le grand chaman, l'initiateur, en temps normal, ces esprits sont comme des micro-pouvoirs, chacun ayant le sien. Il y en a un qui règne sur le dehors, il y en a un autre qui règne sur le campement, il y en a un autre qui règne à la frontière, un sur la chasse, un sur le travail des femmes. Bon. Dans l'initiation chamane, le grand initiateur va tracer des lignes, au besoin des lignes très fictives, des lignes abstraites, entre chaque esprit, des lignes qui relient un esprit à un autre. L'esprit pique, entre l'esprit pique et l'esprit caïman, une ligne magique va être tracée. Et puis, il va obtenir une espèce d'étoile qui est très bien décrite dans le détail par Liso. Il y a une espèce d'étoile, et puis au milieu de l'étoile, on plante le mât. On plante le mât. Vous voyez cette opération, ce que j'appelle, alors dans certaines conditions, la mise en résonance des centres de pouvoir. Mais justement, dans cette société indienne, ça ne joue que dans l'initiation chamane, dans des conditions très très particulières qui ne doivent pas déborder. Et encore, ça vaut que pour l'initié, il y a les gosses qui regardent ça, qui rigolent. Ça n'a pas pris dans la société. Tout se passe comme si le point de convergence était bien marqué, mais comme ou bien vraiment maintenu dans des conditions artificielles qui font qu'il ne va pas s'emparer du groupe social, ou bien mis à l'extérieur dans les conditions de l'initiation secrète. Vous comprenez, je peux dire, vous avez votre onde convergente, centripète. Je peux dire que c'est elle à la fois qui a les deux propriétés. C'est pour ça que le schéma de l'onde, pour moi, il m'éclaire. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça rend encore les choses bien trop obscures. Dans ce cas-là, vous l'abandonnez, n'a aucune importance. Mais moi, il m'éclaire parce que vous comprenez, je me dis. Imaginons donc ce champ social. Vous avez l'onde convergente. C'est elle qui a la double propriété de conjurer et d'anticiper. Elle anticipe le point de résonance, le point central. C'est par là qu'elle est convergente et centripète. Mais en même temps, elle conjure, parce que si elle arrive à ce point, elle s'annule. C'est un très bon mécanisme, ça, de conjuration-anticipation. Elle s'annule pour être remplacée par quoi? Évidemment, c'est qu'au point de convergence, il y a complètement inversion de l'onde. Et ça, on l'a vu, donc je peux aller très vite. Il y a inversion de l'onde. Vous avez là, au contraire, un appareil d'état. Ce que j'appelais un empire archaïque. Et à ce moment-là, se fait une véritable inversion des signes. Une inversion, on pourrait appeler une inversion des messages. Une inversion des signes ou une inversion des messages, sous quelle forme? Revenons à nos cueilleurs-chasseurs. Ils passent des graines sauvages. L'homme de l'Empire archaïque, il les met dans un sac. Ça fait ce phénomène parfait, sur lequel j'ai insisté la dernière fois, l'hybridation. C'est par là que c'est l'Empire archaïque qui invente l'agriculture. Mais à ce point précis, il y a complètement inversion du sens des signes. Il y a inversion de l'onde. Le point de l'Empire archaïque, c'est là où il cesse d'être importateur pour devenir exportateur. C'est ce qu'on appellera une inversion des messages. Il a reçu les graines sauvages des cueilleurs-chasseurs. Il les stocke et se font des hybridations d'abord au hasard et puis de plus en plus contrôlées. Et à ce moment-là, la ville devient exportatrice. Elle impose ses hybrides. Donc là, j'ai bien strictement coexistence de mes deux ondes. Et je peux dire, mais les groupes primitifs, c'est pas du tout, alors là, si vous voulez, c'est là où je me séparerai de Clastres dans l'état dernier de son travail. C'est que chez Clastres, il me semble que les sociétés contre-État, c'est encore des sociétés qui préexistent.
Ça, c'est toujours le vieux règlement de compte qui n'est même pas commencé, je crois, entre les archéologues et les ethnologues. Tant qu'ils ne régleront pas leur compte, ça ne pourra pas aller. C'est-à-dire entre les archéologues qui nous apprennent que les États impériaux, les formes impériales d'empire, c'est dès le Paléolithique. Et les ethnologues qui continuent à étudier des groupes comme si la carte archéologique, il n'y a pas de correspondance. Actuellement, il me semble qu'il n'y a pas de correspondance de la carte ethnologique et de la carte archéologique. Mais alors, dans notre schéma, ça devient relativement clair. Les groupes primitifs, supposons qu'ils soient traversés par cette espèce d'onde convergente. Je peux dire qu'ils l'anticipent. Ils l'anticipent puisque, en effet, cette onde convergente tend vers un point de convergence qui marquerait la résonance des formations de pouvoir. Je peux dire qu'ils le conjurent. Pourquoi? Parce que ce point, à la lettre, ils le mettent hors de leur territoire. Ou bien, quand il est dans leur territoire, il constitue un aspect rituel du territoire. Ce qui est une manière de le cloisonner. Et si je m'installe au point de convergence, à ce moment-là, c'est l'onde inverse. Là, je tiens un territoire d'empire. C'est l'onde centrifuge. Les signes se sont inversés. La ville se fait exportatrice sur la campagne. Et je n'ai plus de mal à penser, il me semble. Enfin, pour moi, ça va, je ne sais pas pour vous. J'ai plus tellement de mal à penser la stricte coexistence des deux ondes. Et l'inversion de l'une dans l'autre. Ce qui me permettrait de dire quoi? Eh bien, vous voyez où je veux en venir. Oui, j'essaie de définir précisément les formations sociales. Et j'ai dit pour quelle raison? Sans référence à des modes de production, mais en référence avec des processus machiniques. J'en ai au moins deux là. Je dirais, eh ben oui, l'appareil d'État, il surgit quand? C'est une espèce de seuil. C'est un seuil de, employons le mot, c'est un seuil de consistance. C'est le point de convergence. Les formations primitives, elles sont traversées par une onde convergente, mais l'onde convergente précisément s'annule à ce point de convergence. L'onde à ce moment-là se renverse. Coexistence des deux ondes, c'est-à-dire, je définis mes deux types de formations déjà, on va voir qu'il y en a d'autres, par deux processus que je peux appeler des processus machiniques. J'appellerai formation primitive ou dérivée, celle qui présente essentiellement des mécanismes de conjuration-anticipation. J'appellerai formation étatique celle qui présente un phénomène, celle qui présente plutôt un autre processus, un tout autre processus. Appareil de capture avec inversion de l'onde ou inversion des signes. On va voir où ça nous mène. Je dirais que, en effet, l'appareil d'État, c'est un seuil de consistance. Au-delà des groupes dits primitifs, mais au-delà ne veut pas dire après. Il est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire finalement? Ce que je veux dire, c'est que les primitifs, ils n'ont jamais existé que comme ils existent maintenant. C'est-à-dire ils n'ont jamais existé qu'en survie. De tout temps. De tout temps. Bon. Alors, je ne sais pas si ce long schéma rend quelque chose de plus clair. Mais enfin, je le continue parce qu'ensuite, ça va peut-être devenir plus clair. Je me dis du coup, mais j'ai été trop vite par ce seuil de consistance, Je dis encore une fois l'appareil d'État, c'est un seuil de consistance au-delà des groupes dits primitifs, de cueilleurs-chasseurs, mais ce seuil de consistance, ne vous y trompez pas, il est déjà là de tout temps. Simplement, il faut dire l'onde primitive s'annule.
au point de ce seuil. Mais de tout temps dans le champ social, il y a eu l'onde et puis son annulation ou son inversion. Ça m'illumine ce schéma, c'est que... oui, bon. Pas vous, non? Bon. Non, pas du tout. Hein. Peut-être la prochaine fois, on ne sait pas. Je me dis alors, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez être illuminé. Parce que je me dis, mais j'ai été beaucoup trop vite. Ce seuil de consistance, hein, est-ce qu'il n'y en a qu'un? Est-ce qu'il y en a qu'un? Si vous allez peut-être mieux, enfin je vais peut-être arriver à être plus clair. Est-ce qu'il y en a un seul? Ou bien est-ce qu'il faudra encore compliquer la notion? Les États, les villes. Et en effet, on voit bien pourquoi. En gros, on peut dire que les deux s'impliquent. Hein. Les deux s'impliquent, mais s'impliquent peut-être de manière plus ou moins lâche, plus ou moins large. On voit mal un appareil d'État qui ne comporterait pas des germes de ville. On voit mal des villes qui ne comporteraient pas un embryon d'appareil d'État, mais enfin, déjà l'étude des dominantes, c'est très très important. La forme ville et la forme État. Quelle raison avons-nous de les identifier? Trop d'auteurs, trop de sociologues, heureusement beaucoup tentent la différence, mais à mon avis c'est plus les historiens qui ont fait des études sérieuses sur ce problème qui va devenir très important pour nous. Je dis qu'il y a au moins prédominance. C'est pas la même solution, ou bien c'est pas la même formation sociale, la formation ville et la formation État. Qu'est-ce qui nous le montre tout de suite? Tout. Alors là, je tourne mon attention dans tous les sens, n'importe où. Et je cite là une série comme ça, mais à charge pour vous, réfléchissez en même temps et de trouver d'autres exemples, à ce moment-là vous m'interrompez. Je me dis même, les États, hein, ils sont beaucoup méfiés de leur ville. Mais c'est difficile de comprendre quelque chose à l'histoire si on ne voit pas dans quelle extraordinaire méfiance et quelle tension il y a entre la forme ville et la forme État. Pas de raison qu'ils s'entendent très bien. Pourquoi? Eh bien, je dis tout de suite quelque chose à quoi j'avais fait allusion la dernière fois. C'est quand même curieux. Prenons l'histoire de l'Europe. Faisons vraiment de l'histoire très rapide. Mais encore une fois, je reprends la question. Comment ça se fait, c'est quand même très bizarre, que le capitalisme naisse? On peut le faire naître, il a une longue naissance. Hein. Et il naît comme tout ce qui naît, et il naît déjà bien constitué. C'est comme l'État. C'est pas de l'évolution. Le capitalisme naissant, comment ça se fait qu'il soit passé par la forme État? C'est que ça n'allait pas de soi. Il y a eu un grand truc qui s'est joué. Il y a eu un grand coup qui s'est joué. Pourquoi il ne serait pas passé par la forme ville? On n'a pas encore vu la différence, hein? D'accord, on n'a pas encore vu. Mais je suppose que si je pose cette question, ça doit évoquer en nous, déjà, ça doit la faire pressentir un peu. En effet, ça a failli se faire. Le capitalisme, il a rudement failli se faire passer par la forme ville. Si je donne juste des repères un peu plus précis, entre le XIe et le XIIIe siècle, où déjà les mécanismes du capitalisme sont très très montés. Mécanisme industriel, mécanisme financier, encore une fois, c'est pas le 19e, mécanisme financier très très poussé, mécanisme marchand, mécanisme industriel, tout y est. Et bien, entre le 11e et le 13e, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce
monde bipolaire, les villes du Nord, les villes du Sud, et entre les deux, quoi? Entre les deux, des villes foires, les fameuses villes foires de Champagne et de Brie. Il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que c'est la forme État? Pas du tout. Pas du tout. Il y a écroulement de la forme État. L'écroulement de la forme État, bien plus. Là où la forme État se dessine, c'est pas là-haut. Pensez que les grandes villes à ce moment-là tiennent tête aux États naissants, par exemple, à l'État anglais, à l'État norvégien. Très très curieux tout ce qui se passe. Toute la lutte entre des formes États et des formes villes. Or, au XIe, XIIIe siècle, la grande puissance économique et politique tend, je ne dis pas qu'elle passe exclusivement, tend à passer par la forme ville. L'État, il l'emportera, mais pourquoi? Ça, c'est une question. Tout se règle entre des villes du Nord, très puissantes, des villes du Sud, très puissantes, les villes italiennes, les foires de Champagne, qui forment un marché continu. Ça doit déjà nous dire quelque chose sur la forme ville. On verra tout à l'heure. Les foires de Champagne, il y en a 6 grandes, qui forment un marché continu, puisque les 6, c'est 2 mois chacune. Donc, elles forment une ceinture temporelle, un marché temporel continu. Avec ça, ils tiennent tout sous la forme ville. Les arrangements ou les luttes entre le Nord et le Sud. À ce moment-là, il y a un État qui déjà est assez constitué, c'est la France. Et la France, elle a sa chance. Elle a sa chance, qui est très intéressante, qui aurait peut-être tout changé, à savoir le capitalisme aurait été un centre français, car la situation privilégiée de la France tient à ce moment-là précisément à la proximité des foires de Champagne. Et là aussi, il y a eu toutes sortes d'événements entre le XIe et le XIIIe où elle risque de tenir le contrôle des rapports nord-sud. Puis ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait pas du tout parce que les villes, elles sont très malignes. Elles font une route de ville, Allemagne-Italie, qui surtout évite la France. Et d'autre part, il y a le chemin maritime, Méditerranée, mer du Nord. Braudel dit très bien, un des meilleurs historiens actuels, Fernand Braudel, dit très bien, c'est une espèce de chance, à ce moment-là, politique, économique, pour l'État France, mais ça passe pas, les villes échappent. Et si je lis une page de Braudel dans un livre excellent, qui s'appelle Civilisation matérielle et capitalisme, voilà ce qu'il nous dit. Chaque fois, il y a eu 2 coureurs. Il va même jusqu'à dire le lièvre et la tortue. C'est très intéressant parce que vous allez tout de suite deviner qui est le lièvre et qui est la tortue. Chaque fois, il y a eu 2 coureurs. Chaque terme m'intéresse, c'est-à-dire on en aura besoin plus tard. Chaque fois, il y a eu 2 coureurs. L'État, la ville. D'ordinaire, l'État gagne. Mais d'ordinaire, l'État gagne. Quand et à quel prix? Il se trouve que c'est comme ça, en effet. C'est la forme État qui l'a emporté sur la forme ville. D'ordinaire, l'État gagne. La ville reste alors sujette et sous une lourde poigne. En revanche, avec les premiers grands siècles urbains d'Europe, c'est la ville qui avait gagné pleinement, au moins en Italie, dans les Flandres et en Allemagne. Je multiplie donc, il y a tout un problème. Pensez par exemple à la monarchie absolue en France. On dit que l'État français il est particulièrement centralisé. Paris, c'est le centre. Oui, non, pas vrai. Je veux dire, historiquement, c'est pas vrai. Pensez à la méfiance extraordinaire que la forme État éprouve pour les villes. Et inversement.
à la méfiance extrême que les villes éprouvent pour la forme État. Il y a toute une lutte où je crois que on ne peut pas comprendre même quoi que ce soit dans ce qu'on appelle en général lutte des classes si on ne tient pas compte aussi de la lutte entre la forme ville et la forme État. Alors, les exemples abondent. Comment une ville se fait avoir, se fait prendre dans la forme État? Comment est-ce qu'elle résiste? Quand je dis la monarchie française, pensez aux histoires de la Fronde. Le roi Louis XIV, il n'oubliera pas, c'était Paris. Paris, c'est pas seulement une capitale. Vous voulez, la vraie forme de la ville, c'est déjà jamais capitale, parce que la capitale, c'est déjà la ville assujettie à l'État. Mais la vraie forme de la ville, c'est quoi? Il ne faudrait pas confondre, c'est la métropole. Et la métropole, c'est la ville en tant que forme ville. Tandis que la capitale, c'est la ville en tant que subordonnée à la forme État. Mais la vraie ville, c'est des métropoles. Louis XIV, il n'aura jamais très confiance dans Paris. La ville, d'abord, c'est un drôle de lieu d'émeute, c'est un drôle de lieu de classe. Pensez, dernier écho de ça, pensez, la fameuse histoire, là, je fais vraiment du survol, mais c'est pour que chacun de vous aille dans les directions. Pensez à l'histoire de la commune. Le grand règlement de compte, là, si je crois que la dernière étape du règlement de compte, forme État, forme ville en France, c'était la commune. Peut-être aussi avec l'occupation allemande, quand ils se sont retrouvés, quand l'État français s'est retrouvé à Vichy, là, il y a eu quelque chose de rigolo, parce que Paris, c'était aussi, et pas simplement, pas évidemment, parce qu'il a pu occuper, pour de toute autre raison. Enfin, les règlements de compte, je pense à autre chose, alors pour ceux qui connaissent cet aspect de l'histoire, la Renaissance. Comment certaines villes italiennes se font prendre par la forme État au moment de la Renaissance. La Renaissance, ça ce serait un moment fondamental. Du 11e au 13e, on pourrait dire, ça passe par les villes, la forme ville résiste. La forme État, ça va pas faire. Mais ensuite, comment les villes espagnoles, comment, par exemple, Barcelone, se fait prendre par la forme État. Chaque forme État a ses procédés à lui pour discipliner les villes. Alors, il y aurait le cas Espagne. Il y aurait un cas très particulier qui serait le cas de Florence, avec les Médicis. Les Médicis, ils s'emparent de la ville, ils la soumettent à une très curieuse forme État. Mais enfin, du côté de l'Italie, ça n'aura pas de... Il faudra attendre très longtemps, et encore maintenant, ils ont bien des problèmes avec la forme État. Il y a des problèmes très très particuliers et qui a toute une histoire. Bon, j'abandonne tout cet aspect de l'Europe, mais il me paraît très important. Je dirais en effet, dans le capitalisme, c'est la forme État qui a fini par gagner. Mais ça n'allait pas de soi. La forme ville aurait pu. Vous me suivez? J'ajoute toutes sortes d'exemples. La confrontation. L'islam. Comment penser l'islam, indépendamment de la forme ville? C'est évident. Et l'islam est branché sur quoi et va mener à la fois sa lutte et ses accords. Évidemment par rapport à deux grandes formes État, mais qu'il ne prend certes pas comme modèle, au contraire. La tension est telle que chaque fois que vous avez des villes ou une ville qui prospère, demandez-vous de quel État elle se nourrit. Venise, l'essor de Venise, c'est une véritable anthropophagie de l'Empire byzantin. Là, il y a des oppositions, il y a des tensions historiques énormes entre les deux formes. Or, les villes d'islam, comme on a pu dire, il y a un livre que je signale là où il y a beaucoup de ces thèmes développés et qui s'appelle Les équipements du pouvoir, qui est apparu dans 10-18, un livre de Fourquet et Murat.
il développe bien, il développe beaucoup de choses sur ces rapports ville-État, mais précisément, il ne s'en cache pas en se réclamant de Braudel. Je crois que parmi les historiens, c'est Braudel qui a été le plus loin dans l'analyse de tout ça. Or, les villes d'islam, je veux dire, l'islamisme, c'est pas le désert, bien que ça passe par le désert aussi. Mais c'est Médine et c'est la Mecque, hein, Mahomet à Médine et Mahomet à la Mecque. C'est un système de villes, c'est fondamentalement un système citadin dont les villes sont séparées, ou je schématise, par le désert. Bon, et les rapports de cet ensemble islamique avec, d'une part l'Empire perse, d'autre part l'Empire byzantin, enfin, précisément, et toute la domination de l'islam, ça va être une victoire de la forme ville par rapport à la forme impériale. Bon, est-ce que c'est tout? Non, alors reculons. Essayons de comprendre, de pressentir de plus en plus à quel point la forme ville, c'est pas la même chose que la forme État. Mais je reviens à 11e, 13e siècle. Vous voyez, j'ai les villes d'islam, les villes du nord de l'Europe, où s'élabore le capitalisme, les villes du sud, les villes italiennes, où s'élabore aussi le capitalisme, les villes foires de Champagne. Bon. Au nord, il y a une communauté de villes particulièrement puissante. C'est ce qu'on appelle la Hanse. H-A-N-S-E. La communauté hanséatique. La communauté hanséatique, elle n'a strictement aucune forme État. Elle a été bien étudiée, les documents sont très précis, aucune forme État. Elle a une puissance colossale. Elle groupe un nombre de villes, elle groupe entre 60 et 160 villes, qui se réunissent en assemblée dite générale, mais la plupart du temps elles n'y vont pas. Il n'y en a jamais le tiers dans ces assemblées générales. Ils battent l'Angleterre. Ils imposent la loi sur tout le Nord. Ils n'ont pas de fonctionnaires. Ils n'ont même pas de personnalité juridique. Ils n'ont pas d'armée, ni fonctionnaires, ni armée, ni personnalité juridique. C'est pas une forme État. Bon, je ne dis pas encore, je n'essaie pas encore de définir les deux formes. Je dis, c'est évident que ce n'est pas la même chose. Reculons encore, là, j'essaie juste de ramasser des matériaux. Il y a un article de François Châtelet qui me plaît beaucoup. François Châtelet, il met en question, dans un article, il met en question la formule courante dans l'Antiquité. L'État-cité. Et on parle des États-cités. Ce serait en effet une manière de s'en tirer. On dirait qu'il y a deux sortes d'États. Il y a les États-cités et puis les États territoriaux. Peut-être qu'on peut dire ça à la rigueur, mais peut-être qu'il vaut mieux dire autre chose. Pourquoi pas dire franchement que les cités, ce n'est pas des États. Il n'y a aucune raison d'identifier tous les pouvoirs. Encore une fois, une société primitive sans État, elle est pleine de pouvoirs et de formation de pouvoir. C'est pas par là que c'est un appareil d'État. Toujours du point de vue de la typologie que nous cherchons à faire. Athènes, ce n'est pas un État. La cité athénienne, ça n'a rien à voir avec un État. Et Châtelet dit une chose qui me paraît particulièrement intéressante. Il dit, il y a une idée qui est propre à la cité ou à la ville, et qui n'est pas du tout une idée d'État, c'est l'idée d'un pouvoir de magistrature. La ville, elle aurait inventé le magistrat. Ça, on verra, oui, la Hanse, ils ont des magistrats. C'est du type chambre de commerce. À Venise, il y a aussi chambre de commerce. L'État, lui, il invente la forme fonctionnaire. Il y a bureaucratie dans les deux cas. Il y a une bureaucratie de ville, une bureaucratie d'État. Mais je ne crois pas du tout que le fonctionnaire et le magistrat, ce soit la même chose. Bien plus. Dans toute l'histoire athénienne, ce qui donne raison à Châtelet, dans toute l'Athènes classique, il y a une volonté absolue de conjurer
Tiens, du coup, nos mécanismes d'anticipation-conjuration, peut-être qu'ils peuvent jouer les uns dans les autres. Peut-être que la forme vil, à sa manière aussi, elle conjure, anticipe la forme état, mais d'une toute autre manière que les groupes dits primitifs. Vous voyez, ça se compliquerait rudement notre schéma déjà, parce que les groupes primitifs, ils conjureraient, anticiperaient la forme vile et la forme état. Mais la forme vile, d'une toute autre manière, elle conjurerait, anticiperait la forme état. Et l'état, lui, il capturerait en appareil de capture. Il capturerait les groupes primitifs, mais d'une toute autre manière, il capturerait les villes. On aurait donc un milieu de coexistence très riche pour expliquer les tensions et les luttes. Bon, je signale ça, pourquoi? Pourquoi je reviens alors à l'Athènes antique? Pour vérifier juste qu'en effet, dès l'Antiquité, il y a de très bons auteurs qui remarquent ceci. Il ne faut pas confondre deux systèmes. Un système cité-ville et un système palais-temple. Par exemple, la Crète, c'est vraiment un empire. Il y a un empire crétois. Knossos, c'est vraiment un système impérial. C'est un système temple-palais. Palais-temple. Mycène, qui d'une certaine manière prend modèle sur la Crète, on sent qu'il y a un décalage. C'est plus ça. Les Grecs, ils ne savent pas. Je disais, il y a des empires, il y a eu des formations archaïques impériales en Grèce. Oui, d'accord. Mycène, oui, d'accord. La Crète à l'horizon, etc. Et pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre. C'est beaucoup plus un système cité, déjà. Il y a une bonne page dans Vernon où il compare Knossos et Mycène. Et où il dit, mais c'est très différent. Ça a l'air pareil, mais c'est très différent. C'est pas le même système. Bien plus, pour prendre alors un exemple plus gros, ce qu'on appelle l'empire babylonien comparé à l'empire égyptien. L'empire babylonien, c'est pas un empire. Enfin, on dirait, là, on essaie de faire du diagnostic, c'est pas un empire. C'est un réseau de cités. C'est un réseau de cités. Pas possible de comprendre Sumer, par exemple, si l'on ne fait pas appel déjà à véritablement un système urbain. Tandis que l'Égypte, ça, c'est un système impérial archaïque. Alors vous me direz, oui, mais il y a ville dès qu'il y a empire, et il y a embryon d'empire dès qu'il y a ville, oui et non. Tout change si la ville est une concrétion de l'empire, ou si l'apparence d'appareil d'État est une extension de la ville. Tout change suivant la dominante. Je me rappelle encore un texte très beau de Braudel qui dit « Comment expliquer ?» C'est très curieux, il dit « À l'Orient, en Orient, l'Orient a toujours été un matériau rebelle au système urbain. » Il donne les deux grands exemples, l'Inde et la Chine. Les villes, elles ne se développent jamais, elles sont complètement assujetties. Rebelle au système urbain, pourquoi? Il n'arrive pas à prendre le système urbain dans l'Orient archaïque. Et pourquoi qu'il ne prend pas dans l'Orient archaïque? C'est évidemment parce que la ville ne s'y développe que comme une dépendance du palais. En Inde, il y a le système des castes qui va être profondément résistant à l'organisation urbaine. En Chine, il y a le système du cloisonnement, qui fait que les villes sont complètement assujetties. Assujetties à quoi? À la forme impériale. En Orient, en très gros, je schématise, on pourrait dire oui, si la ville ne prend pas, quant à la question posée par Braudel, c'est parce que ce qui domine, c'est la forme temple-palais. Pensez au vieux plan de Pékin, quoi. Pékin se développe vraiment comme une dépendance étroite du palais.
Là, vous avez vraiment l'assujettissement des villes à la forme État. Et ça a été la solution orientale. Toutes les solutions sont bonnes. En gros, la solution orientale archaïque. C'est pour ça que nos fameux empires despotiques, on les appelle depuis Marx, entre guillemets, empires asiatiques. Bien qu'on les trouve ailleurs. Mais c'est en même temps, et j'insiste sur ma coexistence, qui est-ce qui invente la forme ville alors? Si on abandonne l'Europe au XIe, XIIIe siècle, qui sont déjà très très tardifs, qui est-ce qui invente la forme ville? On peut répondre tout de suite, c'est la Méditerranée. C'est le monde égéen. C'est eux qui inventent le monde urbain, le monde des cités. Avec les Pélages, les Carthaginois, les Athéniens, tout ce que vous voulez. Des peuples les Phéniciens, des peuples très très différents, qui vont organiser le monde urbain, la forme ville, la forme cité. Et pourquoi? Sans doute parce qu'ils peuvent. Ils peuvent, pourquoi? Parce que, alors là ça devient très curieux, l'appareil impérial capture, on a vu, il capture quoi? Ne serait-ce que les graines sauvages des cueilleurs-chasseurs. Puis il essaie de capturer les villes une fois que les villes existent. Mais les villes, qu'est-ce qu'elles capturent? Vous vous rappelez que la forme archaïque d'empire, elle constitue un stock, justement, c'est de ce stock que vont sortir les hybridations. Le monde égéen, justement, d'une certaine manière, il profite du stock oriental, il profite du stock impérial, soit en le pillant, soit en le marchandant, c'est-à-dire en faisant du commerce. Il va développer sa solution à lui, la solution urbaine, et son réseau de commerce. Bon, donc, tout se passe comme si, alors, la forme ville ici échappait à la forme impériale, archaïque, à la forme d'État. Quitte à ce que l'État, à la suite d'une très très longue histoire, rattrape la ville, remette la main dessus, la rediscipline. Bon, alors tout ça, je suppose que dans vos têtes, vous devez avoir toutes sortes d'exemples. D'une autre nature, au besoin, la prochaine fois, on ne vient pas là-dessus. Je voudrais juste en arriver à un peu plus des choses de concept. Supposons alors que la forme État et la forme ville, à la limite, si vous acceptez la masse désordonnée d'exemples que je viens de citer, et mon invocation à Fernand Braudel, eh bien, comment est-ce que conceptuellement on pourrait distinguer ces deux seuils, le seuil ville et le seuil... Le seuil État-ville, je l'appelais tout à l'heure seuil de consistance. Ben, je dirais la différence, c'est ceci. En fait, il y a deux seuils. Il y a deux seuils. Il n'y en a pas un. La forme ville, on dirait, inventons des mots, puisque là on en a besoin, on dirait que c'est un seuil de transconsistance. La forme État, je dirais que c'est un seuil de intraconsistance. Bon, vous me direz, il n'y a pas de quoi. Deuxièmement, je dirais aussi bien, ça revient au même. Et ça, dans leur livre, Fourquet et Murard le montrent très bien. La ville, c'est une notion absolument vide. Ce qui existe, c'est toujours un réseau de villes. La ville, elle est fondamentalement en communication avec d'autres villes. Il n'y a pas Lübeck, il y a Lübeck en rapport avec telle ville constituant la Hanse. Il n'y a pas telle ville d'islam, il y a l'ensemble des villes islamiques dans leur rapport avec les empires et leur rapport y compris de violence avec les empires. Bon, il y a toujours, il n'y a pas, alors, imaginez les, non pas capitales, les métropoles boursières. Bon, il y a Londres, il y a New York, il y a etc.
c'est toujours une constellation, un réseau en constellation. Vous voyez, c'est en sens que je dis, c'est un phénomène de transconsistance. Et en effet, qu'est-ce que c'est l'acte alors constitutif de la ville? La ville, c'est un processus, reprenons ce mot, puisque là aussi nous est utile, c'est par là que c'est un phénomène de transconsistance, c'est parce que c'est un processus très spécial de déterritorialisation. Je veux dire, la ville, elle se déterritorialise. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, dans chaque cas, il faut que le mot ait un sens assez concret. La déterritorialisation de ville, c'est le fait que la ville, d'une manière ou d'une autre, se sépare, décolle de son arrière-pays. Alors, le cas le plus célèbre, c'est quoi? Les grandes villes commerçantes. La manière dont les grandes villes commerçantes non seulement décollent de leur arrière-pays, mais annulent l'arrière-pays. Elles ne le connaissent pas. Elles sont tournées vers autre chose. Vers quoi? Vers leur réseau à elles. Vers leur circuit à elles. D'une ville, il y a quelque chose qui entre et quelque chose qui sort. La ville, c'est un ensemble d'entrées et de sorties. C'est pour ça que je dis transconsistance et pas du tout intraconsistance. Braudel et d'autres, là aussi, ont trop insisté sur le rapport ville-route. C'est ça le réseau des villes. C'est pour ça qu'une ville ne peut jamais être pensée seule, séparément. Une ville est fondamentalement en communication avec une autre ville. Alors, déterritorialisation, ça se voit comment? Ça se voit avant tout dans les villes qui se lancent dans l'aventure maritime. Que ce soit Carthage, que ce soit Athènes, que ce soit plus tard Venise. Venise, c'est le cas extrême puisqu'il n'y a même pas de terre ferme. C'est plus tard que Venise se tourne et fait sa fameuse conquête, dite conquête de la terre ferme. C'est aussi une fragilité des villes. Elles sont absolument comme plantées, détournées de leur arrière-pays. C'est évident qu'en cas d'attaque, elles ne peuvent pas compter sur un secours quelconque de l'arrière-pays. Bon, peu importe. J'ai l'air de dire que dès lors toute ville est commerçante, mais évidemment non. Je dis, toute ville implique un réseau, de quelque nature que ce soit ce réseau. En Grèce, par exemple, il y a tout un réseau de villes sanctuaires. La circulation de l'épopée dès l'époque homérique implique un réseau. Le circuit peut très bien être commercial, mais il peut être également religieux. Il peut être guerrier, il peut être tout ce que vous voulez. J'attribue aucune importance là. Sans doute dans le cas des villes commerçantes, c'est particulièrement visible. Mais je ne dis pas du tout que toute ville soit commerçante pour prévenir une objection. Je dis que toute ville existe en réseau avec d'autres villes. Que c'est par là un phénomène de transconsistance. Ce qui revient à dire quoi? Il s'agit pour une ville d'instaurer en rapport avec d'autres villes, ce qui implique pas des guerres, ce qui n'exclut pas des guerres entre villes, il s'agit pour elle d'instaurer des circuits de déterritorialisation. Des circuits de déterritorialisation sur lesquels évidemment quelque chose se reterritorialise. La marchandise, ou bien l'objet de culte, ça c'est pas forcément commerçant, ou bien le livre, n'importe quoi, n'importe quoi. En d'autres termes, je définirais la ville comme un instrument de polarisation renvoyant nécessairement à d'autres villes. C'est un instrument de polarisation. Elle est constitutive de circuits. Elle n'existe que par ce qui entre et ce qui en sort. Elle est entrée et sortie et coexistence d'entrée et de sortie. Bon. Vous voyez bien ça. Bon, pour régler les entrées et les sorties, c'est des magistrats. C'est une bureaucratie de réseau. Vous voyez bien pourquoi je dis la forme état, c'est tout à fait différent. La forme état, c'est un phénomène de intraconsistance. Tout se passe comme si, là, vous isoliez un certain nombre de points. Vous isolez un certain nombre de points sur un territoire. Une ville, elle n'a pas de territoire. Ce n'est pas son problème.
Encore une fois, Venise n'a pas de territoire. Venise a des circuits. Sur son territoire, peu importe que le territoire soit dit naturel ou artificiel, frontière naturelle ou pas, c'est très secondaire. Elle isole un certain nombre de points. Ces points peuvent être des villes, si elle a su les maîtriser au moins relativement. Mais c'est tout à fait autre chose aussi. C'est des entreprises agricoles, c'est des traits linguistiques, moraux, culturels, c'est tout ce que vous voulez. Et la forme état, c'est ce qui assure la résonance de ces points qu'elle retient sur son territoire. En d'autres termes, mais sans y mettre une prévalence d'un élément ou de l'autre, si vous vous donnez un réseau de villes, par commodité, on pourrait commencer par l'inverse, par la forme état, vous donnez un réseau de villes, la forme état va venir isoler un certain nombre de points, villes, les mettre en résonance avec des points d'une autre nature que ville, faire résonner le tout. C'est par là que dans la forme état, il y aura fondamentalement résonance des formations de pouvoir. Et la forme état, elle aussi, ce sera un processus de déterritorialisation, mais d'une toute autre manière. Je dirais que la déterritorialisation de ville, qui appartient fondamentalement à la ville. En ville, on se déterritorialise. C'est une forme de la déterritorialisation. Eh bien, en ville, on se déterritorialise, dynamiquement. C'est une déterritorialisation dynamique, qui consiste précisément à se couper de l'arrière-pays. La forme état, c'est une déterritorialisation statique. Elle n'est pas moins profonde pour ça, pas moins puissante, au contraire. C'est une déterritorialisation statique en quel sens? C'est qu'au jeu des territoires, occupés par les groupes dits primitifs ou par les bandes, au jeu des territorialités de bandes, la forme état substitue quoi? Quelque chose qui est fondamental. Là, je renvoie, parce qu'on en a parlé les autres années, aux études de Virilio. L'acte fondamental de l'État, c'est l'instauration, ou c'est l'aménagement du territoire. C'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, c'est la superposition aux territorialités de lignage, aux territorialités lignage, d'un espace géométrique. C'est la raison géométrique d'État. C'est un type de déterritorialisation complètement différent. Cette fois-ci, le territoire devient objet. Il y a des territorialisations parce que le territoire est traité comme objet. C'est sur lui que porte l'aménagement d'État. Ou si vous préférez, alors très mauvaise, mais pour expliquer tout. Quelle heure il est? Midi. Midi? Pour expliquer tout. Très mauvaise métaphore. Vous voyez ce qu'on appelle en musique des lignes mélodiques. Vous savez, des lignes mélodiques, là, horizontales. Vous pouvez marquer des points sur ces lignes mélodiques. Des points qui seront contrepoints. Ces lignes horizontales, je dirais que c'est le réseau des villes. Puis vous voyez, vous avez les coupes harmoniques, qui elles sont verticales, et définissent des accords. Des accords sur les lignes horizontales. Ces coupes verticales. Ça, c'est les aménagements d'État. C'est les formes État. D'où cette métaphore, la très mauvaise métaphore, elle n'a qu'un mérite, c'est qu'elle fait bien voir la tension de la forme ville et de la forme État. Comment l'espèce de ligne mélodique des villes tente à échapper aux coupes verticales d'État. Et inversement, comment les coupes verticales d'État tendent à casser
l'espèce de circuit, mais elle cassait sous quelle forme le réseau des villes? Et là, en faisant surgir une différenciation fondamentale entre un marché extérieur et un marché intérieur. Ça, c'est une affaire d'État. Ça, c'est une affaire d'État. C'est pas une invention de ville, la distinction d'un marché intérieur et d'un marché extérieur. Je crois que ce qui est l'affaire de la ville, c'est la constitution d'un marché. Ça, oui, que ce soit un marché religieux, un marché de n'importe quoi. Bon. Voilà que j'ai 4 formations. Déjà, on avance. J'ai formation dite primitive. J'appellerais formation primitive celle qui repose sur des mécanismes d'anticipation-conjuration. Là, je peux regrouper l'espèce de typologie sociale où tout coexiste que je cherche. J'appellerais formation étatique. Les formations qui reposent sur des appareils de capture, transversales, verticales. Sur des appareils de capture qui vont évidemment, la capture portant, et sur les territorialités primitives, et sur les réseaux de ville, sur une partie. Troisièmement, j'appellerais formation ville les instruments de polarisation constitutifs des circuits. Et tout ça coexiste, les États viennent couper, recouper les circuits traversent les États, etc. Vous voyez, j'ai donc des mécanismes d'anticipation-conjuration, des appareils de capture, des instruments de polarisation. Il faut tout pour faire un monde. Évidemment, qu'est-ce qu'il me faut encore? Ben, ce qu'il me faut encore, c'est ce qui a existé de tout temps, là aussi. On n'a pas attendu le capitalisme pour ça. On n'a pas attendu le capitalisme pour des formations. Et je vois rien d'autre dans une typologie sociale. En tout cas, ça me suffit. Les formations dites internationales. Vous dites internationale, c'est très mauvais comme mot. Alors ça veut dire quoi, formation internationale? Sans doute celle qui enjambe toutes les formations précédentes, qui les traversent, qui sont comme un cheval sur tout, qui passent partout, qui traversent tout. On n'a pas attendu le capitalisme pour ça. On l'a vu l'année dernière avec la métallurgie préhistorique, quoi, ou la métallurgie néolithique, plus exactement. Alors cherchons un mot plus satisfaisant, puisque international. Les formations internationales, ça ne veut pas dire l'ONU, ça ne veut pas dire la Société des Nations. Ça veut dire des formations dont le propre est de traverser ou réunir des formations sociales hétérogènes au sens précédent. Alors cherchons un mot, il y a un mot qui me paraît très bon et qui est employé aujourd'hui, on appellerait ça les formations œcuméniques. Œcuménique, puisque l'œcumène, c'est quoi? C'est le monde habité. Les formations qui traversent le monde habité, ce n'est pas du tout des formations homogénéisantes. Et c'est là-dessus que je voudrais, c'est par là qu'elles ont leur spécificité. Prenez une grande compagnie commerciale. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est complètement segmentaire. Elle a des segments qui renvoient à tels appareils d'État, à tels États. Prenez par exemple les grandes compagnies, à la naissance du capitalisme, ou bien prenez, suivant l'exemple qu'on avait analysé l'année dernière, ce qui se passe dans un processus métallurgique, avec les forgerons qui font de la prospection, les forgerons de caravane, les forgerons nomades, les forgerons sédentaires. Et là, vous avez réellement une formation. C'est pour ça que les corps de forgerons, c'est tellement mystérieux. Vous avez une formation œcuménique. Elle passe nécessairement par... Elle a un secteur de bande. Pensez aux grandes compagnies commerciales, ils ont des secteurs de bande.
qui sont vraiment terribles, quoi. Prenez tout ça, il y a des segments de bande et puis des segments d'État. Pensez aux grandes découvertes. S'il y a de marrant dans tous ces voyages, lorsque vraiment se lance le thème à la fois où s'affrontent les États et les villes, les deux formes, pour la découverte, pour les grandes découvertes. Mais dans les grandes expéditions, vous avez des secteurs de bande avec de véritables bandits. Vous avez un bout le roi d'Espagne, vous avez Christophe Colomb, c'est bizarre, c'est un homme très très curieux. Vous avez les primitifs qui viennent là-dedans, sous quelle forme? Exterminés, pas toujours sous forme de type à exterminer. Il y a des ententes. Qu'est-ce que, dans une grand truc commercial, les nomades, quel rôle ils jouent? Il y a un segment nomade. Et s'ils ne sont pas d'accord? Je dis une formation œcuménique ne procède jamais par homogénéisation. C'est pas vrai. C'est une formation sociale d'un type très particulier, en ce sens qu'au contraire, elle est à cheval sur des formations hétérogènes. Et c'est ça qui fait son pouvoir dit œcuménique, c'est-à-dire que ça marche partout. Sa prétention universaliste. La prétention universaliste, c'est jamais une prétention à l'homogénéité, pas du tout. Prenez le cas du christianisme. Qu'est-ce qui fait la prétention œcuménique du christianisme? Qu'est-ce qui fait qu'il se présente comme la religion de l'œcumène, malgré toute la vraisemblance de la chose? C'est en partie cet aspect. Et pour l'islam, il faudrait voir aussi comment ça s'est passé. Mais dans le cas du christianisme, c'est en même temps qu'il devient religion d'empire. C'est en même temps qu'il devient religion d'empire et que, donc, qui s'intègre absolument, vraiment un appareil d'État fort. Je dis que la prétention universelle d'une formation sociale vient fondamentalement de sa capacité à digérer des formations sociales hétérogènes. D'une certaine manière, c'est évident. Je veux dire, est-ce que ça ne se passe pas aujourd'hui de la même manière? Les États, on nous dit par exemple, je me fais tout de suite une objection. Le capitalisme, est-ce qu'il ne procède pas à une espèce d'homogénéité? Eh bien, on aurait tendance à dire oui, à partir d'exemples très précis. Je veux dire les fameux ethnocides qui n'ont pas manqué. Le grand thème de l'ethnocide des sociétés dites primitives. Bien. À un niveau plus évident encore, la manière dont le capitalisme n'a pas supporté les empires évolués. La guerre 14-18 marque la fin des deux grands derniers empires évolués, à savoir l'Empire ottoman et l'Empire autrichien. Pourquoi ils ne supportent pas? Évidemment, ça n'allait pas, ça ne pouvait pas marcher. Il y a une histoire passionnante parce qu'elle est à la base. Non, elle est un facteur très important dans l'histoire palestinienne, dans l'histoire actuelle des Palestiniens. C'est précisément la période du mandat britannique pendant laquelle se constitue le sionisme et les premiers achats de terre par les sionistes. Les premiers achats de terre arabes par les sionistes. Or, le mandat britannique, pendant un certain temps, essaie de continuer de fonctionner sur le mode de l'Empire ottoman. Ça ne dure pas longtemps, il ne peut pas. Je veux dire, là, les exigences les plus élémentaires du capitalisme fait que l'Empire ottoman était un élément, tout comme tout à l'heure on disait. Il y a des éléments, il y a des milieux qui sont rebelles à la forme ville. Là, l'Empire évolué, c'est pas du tout une bonne formule pour le développement du capitalisme. Donc, à première vue, on se dirait, à propos de toutes sortes de cas, ah ben oui, l'homogénéité, elle se fait. L'homogénéité des États, ça se fait. Eh bien, il ne me semble pas du tout, en fait. Et peut-être qu'on sera amené, là je lance une analyse seulement pour plus tard, peut-être qu'on sera amené plus tard à beaucoup mieux distinguer ces choses-là. À savoir, je ne crois pas qu'il y ait tendance à l'homogénéisation des États. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a qu'un seul marché. Le capitalisme amène l'existence d'un seul marché mondial. Peut-être qu'il faudra voir si avant c'était comme... Je ne crois pas. L'existence d'un seul marché mondial peut être une caractéristique fondamentale du capitalisme, puisque, vous le savez bien,
il n'y a pas de marché socialiste spécifique. En revanche, une fois dit qu'il y a un seul marché mondial, on peut dire dès lors que tous les États jouent dans une certaine limite. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne sais pas, je pose la question. On pourrait dire peut-être que tous les États, quels qu'ils soient, par rapport au marché mondial unique du capitalisme, jouent le rôle de, cherchons un mot, disons très vite, peu importe ce que ça veut dire, de modèle de réalisation. On dirait, là aussi c'est une métaphore mathématique, mais on dirait qu'ils sont à la rigueur isomorphes. Et encore, c'est bien douteux que les États socialistes soient isomorphes aux États capitalistes. Mais on peut dire que les États du tiers-monde, ou certains États du tiers-monde, sont isomorphes aux États du centre, on peut dire des choses comme ça. Peut-être, enfin on le verra plus tard, c'est une question que je pose. Mais en tout cas, même si l'on supposait une certaine isomorphie des États, nécessaire dans le capitalisme en fonction du marché mondial, cette isomorphie n'implique pas du tout d'homogénéité. Pas du tout. Bien plus, on aura à se demander si, dans le capitalisme, il n'y a pas lieu de distinguer deux choses, à savoir le capitalisme comme mode de production et le capitalisme comme rapport de production. Ce qui est à la rigueur homogène, et encore j'en suis pas sûr, ce sont les États où le capitalisme se réalise comme mode de production. Mais le capitalisme peut très bien s'effectuer comme rapport de production sans se réaliser comme mode de production. Il peut être pleinement le rapport de production dominant et se concilier avec des modes de production non spécifiquement capitalistes. Je pense par exemple qu'un des auteurs modernes qui est allé plus loin précisément dans ses analyses, et notamment à propos du tiers-monde, c'est Samir Amin. A-M-I-N. Or, Samir Amin dit une chose qui va nous intéresser beaucoup du point de vue où nous en sommes. Dans tous ses livres, il soutient perpétuellement la thèse suivante. Il n'y a pas de théorie économique des relations internationales, même quand ces relations sont économiques. Il n'y a pas, et pourtant Samir Amin est d'un marxisme très très scrupuleux. Je dirais pourtant, j'ai tort de dire pourtant, parce que c'est très très marxiste à cette position. Il n'y a pas de théorie économique des relations économiques internationales. Les relations internationales, même quand elles sont économiques. Pourquoi? Parce que les relations économiques internationales font intervenir des modes de production différents, même si le rapport de production est capital. Or, il n'y a pas de théorie économique des formations sociales différentes. C'est donc l'hétérogénéité des formations sociales qui va garantir, qui va non pas du tout contredire, mais garantir la spécificité de la dernière formation sociale que j'avais à considérer, à savoir les formations sociales œcuméniques. Si bien que là, vous avez un champ de coexistence perpétuelle. Pensez même à ce qu'on appelle un mouvement artistique. Un mouvement artistique, c'est quoi? En quoi il est œcuménique ou international? Vous y trouverez ces formes État, vous y trouverez ces formes villes, vous y trouvez ces formes bandes, vous y trouverez ces formes primitifs. Tout mouvement artistique international a à la lettre son art nègre, a à la lettre son pouvoir d'État, a à la lettre ses bandits. Tout. Prenez la période du cubisme ou bien du surréalisme. Le dadaïsme, c'est vraiment, je dirais, alors là, pour être toute cette période très agitée, le dadaïsme, c'est toute une histoire de réseau urbain, avec des bandes urbaines. Quand le surréalisme arrive, c'est vraiment la capture des villes. André Breton, il se prend pour un homme d'État. Bon, c'est une autre forme. La forme surréaliste est absolument distincte de la forme dadaïste. La découverte ou l'exploitation d'art dit primitif en même temps. Tout ça, c'est toujours comme ça que procède l'œcuménisme.
Vous y trouvez toutes les formations là, qui se travaillent les unes dans les autres, qui se chevauchent. Il faut savoir dans quel segment vous êtes, vous, et avec des luttes abominables entre toutes ces formations. C'est donc ça que j'appelle champ de coexistence. Si bien que, si vous m'avez compris, c'est tout simple maintenant. On accepte, mais la prochaine fois, on verra ça. On verra, vous direz ce que vous pensez de tout ça, parce que je parlerai beaucoup moi la prochaine fois. On accepte ça. Quelle heure il est? 8h15, je vais finir bientôt. On accepte tout ça. Coexistence de toutes ces formations. Vous voyez, j'en retiens 5. Si vous m'en trouvez d'autres, parfait. Hein. Donc les formations centrées sur anticipation, conjuration, sur appareil de capture, sur instrument de polarisation, sur quoi? Moins vite. Alors, ah non, j'en trouve pas 5, j'en trouve que 4. Alors, non, j'en avais 5. Oui, il y en a une qui a disparu. Oui, il y en avait 4. Il y en a 4. Enfin, il y a 5 minutes, il y en avait 4. Ah bon? Ah bah alors. Ah ben il y en a plus de 4. Hein, ça fait rien. Donc, ce qu'on appelle les groupes primitifs, ça n'existe pas. Il y a simplement des formations d'anticipation-conjuration. Appareil d'état, ça n'existe pas. Il y a des appareils de capture. Ville, ça n'existe pas. Il y a des réseaux, c'est-à-dire des instruments de polarisation. Formation internationale, ça n'existe pas. Il y a des formations œcuméniques. Et vous voyez, c'est toujours la catastrophe quand on projette sans précaution une forme sur une autre, c'est très très fâcheux. Par exemple, ceux qui supposent, on a toujours tendance, je dis ça pour moi, on a toujours tendance à se dire « Ah, la politique financière mondiale, elle est élaborée par un groupe, la trilatérale, je sais pas quoi, rien du tout. C'est pas que ce soit moins dangereux. Mais c'est évident qu'on ne peut pas projeter la forme État sur la forme œcuménique. Pas du tout. De même, on ne peut pas projeter la forme ville sur la forme État. Non, pas du tout. C'est pas ça. Il faut au contraire faire une typologie très si l'on veut comprendre jusqu'où va notre malheur, on s'aperçoit que l'ennemi est multiple, qu'il n'y en a pas un. Il ne faut pas se dire qu'il y ait quelqu'un qui décide de ce que va devenir le dollar. Non, justement. Les formations œcuméniques, elles dominent jamais leur machin. Et les appareils d'État, ça va pas loin, leur sphère de domination. Alors si vous acceptez ce schéma, voilà exactement où on en est. Maintenant, on ne peut plus reculer. Bon, on dit tout ça coexiste très bien, mais sous quelle forme? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et surtout, comment imaginer alors? Il faut repartir à zéro pour en est. Comment imaginer? Et enfin, ça va devenir une histoire plus concrète, je voudrais. Comment imaginer ces groupes primitifs qui à la fois anticipent et conjurent? L'appareil d'État est déjà là, mais eux, ils ne l'ont pas. Hein. Ils l'anticipent, mais surtout, ils le conjurent. Ils vont se faire capturer, ou ils sont déjà capturés par lui. Ils ont une sphère d'autonomie très... Qu'est-ce qu'ils font? Et en effet, même pour que l'appareil d'État soit concevable, je disais, il faut bien que ces primitifs, que ces groupes dits primitifs aient des rapports quelconques les uns avec les autres. C'est-à-dire, aient déjà des rapports d'échange, et déjà. En tant que groupe primitif, ne comportant pas encore d'appareil d'État, ou n'en comportant pas pour leur compte, plutôt, il faut bien qu'ils échangent des choses. Sur quelle base? Si bien qu'on a l'air de changer complètement de problème, et ce sera notre problème la prochaine fois, sur quelle base et comment concevoir la vie de deux groupes primitifs l'un par rapport à l'autre. Une fois dit que nous nions d'avance sans aucune raison. Nous nions ce que les ethnologues appellent l'autarcie de ces groupes, à savoir que chacun de ces groupes soit autosuffisant. Nous disons non, c'est pas possible, tout ça, ils étaient tous en coexistence, pour une raison simple, c'est que si les appareils d'État coexistent déjà avec les groupes primitifs, ça va de soi que les groupes primitifs, d'une manière ou d'une autre, sont en rapport avec les appareils d'État, dont ils se méfient comme de la peste, et, ne serait-ce que par l'intermédiaire des appareils d'État, déjà en rapport avec d'autres groupes primitifs.
Or, c'est là que je voudrais que, d'ici la prochaine fois, vous réfléchissiez à quelque chose. Donc, le point où on en est, si je repars à zéro, c'est il nous faut une nouvelle théorie de l'échange, applicable à des échanges que l'on pourrait appeler, entre guillemets, échanges primitifs. Comment des primitifs peuvent-ils s'échanger quelque chose? C'est marrant, voilà. Je pense alors à une fameuse théorie de l'économie politique. Dans les manuels d'économie politique, on nous dit très souvent, voilà, il y a 3 théories de la valeur, il y en a 3 et puis il n'y en a pas 4. Comme ça, c'est mieux. Il y a une théorie bien connue sous le nom de théorie de la valeur travail. Où la valeur, d'une manière ou d'une autre, s'explique par le travail. C'est la théorie classique. C'est surtout pas la théorie marxiste, parce que de quelque manière que Marx la prenne et la renouvelle, ce n'est pas là sa nouveauté. L'économie politique classique est fondée sur la valeur travail. Et puis il y a une théorie de la valeur utilité. Ce qui déterminerait la valeur de quelque chose, c'est son utilité. Et non pas le travail qui est incorporé. C'est la théorie dite utilitariste. Et puis il y a une drôle de théorie qu'on appelle néoclassique ou marginaliste. Et qui dit, c'est ni l'un ni l'autre. La valeur ne se fonde ni sur le travail, ni sur l'utilité, mais sur l'utilité marginale. Ou l'expression marginalisme. Alors je vous demande très instamment, si, pour ceux qui savent déjà de l'économie politique, de revoir un peu ces histoires de marginalisme. L'utilité marginale, quand on lit, c'est très simple, c'est l'utilité du dernier objet. C'est l'utilité du dernier objet. Alors on dira que, par exemple, l'utilité marginale dans l'échange, c'est l'utilité comparée du dernier objet échangé. Pourquoi qu'ils introduisent cette idée du dernier? Les marginalistes, ils auront une importance dans l'économie politique fondamentale, essentielle. Encore une fois, tout le néoclassicisme, c'est le marginalisme. C'est ce thème du dernier, le dernier comme déterminant la valeur de l'objet d'échange. Le dernier objet échangé, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il faut arriver à rendre concret ça. J'ai été trop abstrait aujourd'hui. Je voudrais juste terminer sur le point suivant pour que vous y pensiez. Et je me dis, bon, on laisse ça, hein, surtout que je préfère attendre la semaine prochaine que vous ayez revu vos manuels. Hein, ou, enfin, qu'un petit nombre d'entre vous ait consenti à le faire. Parce que je me dis, changeons. C'est une question de méthode. On se dit, bon, marginalisme, si vous aviez à passer le bachot, hein, et que vous ayez comme sujet, qu'est-ce que le dernier, vous diriez, ah bon, il faut que j'utilise le marginalisme. Si vous n'en savez rien, vous dites, oui, vous l'utilisez discrètement. Mais pour arriver à se débrouiller, il ne faut jamais rester dans un truc trop technique. Je me dis, le dernier, c'est très marrant, il suffit d'aller au café pour avoir des idées. Parce que j'oublie le marginalisme. Et je me dis, le dernier, 3 types au café, hein. Allez, c'est le dernier verre. Ça a l'air d'avoir aucun rapport, moi j'en suis pas sûr du tout, hein, que les marginalistes. C'est le dernier verre. Hein. C'est le dernier. L'autre dit, ah non, non. Alors on se moque de lui, on dit, ah, t'as peur de Bobonne, tu vas te faire gronder chez toi. Il y a une espèce d'évaluation collective, une espèce d'accord collectif du dernier et la valeur du dernier. Autre exemple. Une des choses les plus abominables du monde, une scène de ménage, une scène de café. Bon, on aura 3 scènes comme ça. 4 scènes, on aura la scène marginaliste, mais avec 3 scènes plus concrètes, scène de café. Le dernier verre,
la scène de ménage. Tu n'auras pas le dernier mot. Ou bien, le dernier mot, c'est moi qui l'aurai. Strindberg. C'est moi qui aurai le dernier mot. Non, tu n'auras pas le dernier mot. Qu'est-ce que c'est le dernier mot d'une scène? Ou bien alors, le dernier amour. Qu'est-ce que c'est le dernier amour? Je dis à propos de la scène de ménage, hein, mais il faudrait vraiment que vous y mettiez là-dessus. Parce que, moi, je parie que les marginalistes ne disent absolument pas autre chose que ce que les types se disent au café. C'est prodigieux. Que il y a un drôle de truc dans la scène de ménage, c'est pour ça que c'est une telle saloperie. Chacun des deux, là vous avez une situation d'échange, ils échangent des mots. Bon, chacun des deux a une certaine évaluation. À mon avis, une évaluation du point où il ne faut pas aller trop loin. Qu'est-ce que c'est ce point où il ne faut pas aller trop loin? C'est que tout se passe comme si la scène de ménage, c'était comme un bain. Hein? Ils font la scène de ménage et puis ils en sortent tout frais. Hein? Et les autres sont effarés, les gens qui ont assisté à ça, parce que généralement ça se fait en public, ils sont effarés, ils disent mais mon Dieu, où est-ce qu'on est? Et au moment où les spectateurs, les auditeurs vont craquer, la scène s'apaise. C'est fini. C'est fini. On sait que ça va reprendre dans une demi-heure. Hein. À peine on s'est dit ouf, ça y est. Bon, ça part. Hein. Donc une série. Dans chaque cas, il y a une espèce d'évaluation. Ne pas aller trop loin. Bon. Il y a une évaluation du dernier objet qui, dans ce cas-là, est un mot. Et dès le début, c'est ça qui m'intéresse, c'est que dès le début de la scène de ménage, la scène de ménage comprend et l'évaluation, au moins approximative chez les deux, hein, du dernier mot au-delà duquel ça irait trop loin, et du temps nécessaire mis à atteindre le dernier mot. Il ne s'agit pas d'y arriver trop vite, hein. Sinon la scène de ménage ne fonctionnerait pas. Pour le dernier vers, je dis de même que c'est dès le premier vers de la série qu'il y a une double évaluation collective. Évaluation collective. Et du dernier vers, au bout de combien? Et du temps nécessaire. Il ne s'agit pas de rester ni trop longtemps, ni pas assez longtemps au café. Je dis, est-ce que dans les échanges primitifs, il n'y a pas en effet une évaluation du dernier qui serait fondamentale dans l'acte d'échange? Vous voyez? Mais ce serait bon de passer par des exemples très concrets pour... Et est-ce que les marginalistes nous disent autre chose lorsqu'ils disent c'est le dernier objet, c'est la valeur, oui, c'est la valeur du dernier objet, l'objet marginal, qui fixe la valeur de toute la série. Le banquier Chalandon, qui nous cache moins de choses que le Premier ministre, disait récemment, bon, vous savez, le pétrole, tout le monde sait qu'on vous ment, il disait. C'est très normal que la valeur, elle soit fixée sur le coût de production du dernier objet. Qu'est-ce que c'est dans le cas du pétrole, le coût de production du dernier objet? C'est le prochain, le presque prochain, le futur pétrole marin. Vous voyez? La montée du pétrole est très liée à la découverte du pétrole marin. Il y a une montée du cours du pétrole en fonction de la valeur du dernier objet, à savoir, ça va de soi que le pétrole de sable a toute raison de s'aligner. C'est un mécanisme même qu'on apprend dans les manuels d'économie politique, mais vraiment élémentaire. Que, quant au coût de production, un objet étant donné, les coûts de production s'alignent sur le plus haut coût de production. Alors qu'il y a des mécanismes régulateurs qui interviennent, etc., bien sûr. Mais il y a eu un discours pas croyable de Chalandon, où il disait, mais quoi, ben évidemment, c'est évident, le pétrole, il était sous-payé.
Les pays, les États du centre, bah oui, les États du centre, ils ont toujours sous-payé le pétrole. Maintenant, c'est fini. Mais c'est fini parce que le pétrole va aligner son coût de production sur la production du pétrole marin qui va entrer en cours. C'est encore un coup des Anglais, quoi. On dit que c'est un coup des Arabes, mais c'est un coup des Anglais. Mais c'est tout, c'est tout. La faute aux Anglais, quoi. Voilà. Enfin voilà. Bon, bah la suite la prochaine fois.